Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de THOR, le Monde des Ténèbres, un film signé Alan Taylor. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir le président de Marvel Studios et producteur du film, Kevin Feige, qui est ici pour nous exceptionnellement. Welcome, Kevin. Natalie Portman, Jane. Tom Hiddleston, Lucky. Et bien sûr, last but not least, le réalisateur Alan Taylor. Well, thank you all for being with us in Paris to tell us more about THOR. And my first question will be to you, Kevin, as president of Marvel Studios and producer of that film. I was wondering how THOR: The Dark World fits into your vision of Marvel's cinematic universe. Je voulais simplement demander tout d'abord à Kevin Feige en quel sens THOR: Le Monde des Ténèbres entrait-il complètement dans sa vision de l'univers cinématique de Marvel? Well, what's great is that this is the second movie in what we've been calling Phase 2, which are the post-Avengers films. And the point of the Phase 2 films was to showcase once again that the individual heroes can be just as interesting apart as they can be together. And earlier this summer, I think we proved that with Iron Man 3. And based on the response we're getting from this film, I think Alan Taylor has delivered a film that proves that as well for the mighty Thor. Alors voilà, c'est vrai que c'est le deuxième film dans ce que j'appelle la phase 2, c'est-à-dire la phase qui commence après les Avengers, qui montre en réalité pour moi l'importance de montrer que le héros individuel est aussi intéressant pris individuellement que lorsqu'on parle évidemment d'un groupe de super-héros. Et je crois que nous l'avons montré avec le premier film du genre de la phase 2, qui est évidemment cet été, Iron 3. Et Alan Taylor, ici présent, évidemment, est complètement dans le moule de ce que je voulais pour ce film. Question to you guys. Première question ici. Allô, oui, ça marche. Une question pour Nathalie. Je voulais savoir quelle émotion particulière c'était de présenter cette suite à Paris pour une presque parisienne. Et par ailleurs, vous avez un calendrier d'actrice extrêmement chargé. Et en même temps, vous êtes diplômée de psychologie, engagée dans des associations, vous êtes maman. Comment vous arrivez à tout mener de front? Well, Natalie, obviously, I mean, I was wondering if it was a special emotion in a way for you to be here in Paris as you're almost a Parisian, even though not yet. And how do you manage with your busy calendar as, you know, coming from Harvard, movie career, Mother Now, associations? How do you do it all? Well, thank you. It's so exciting to get to present a movie here. My first premiere ever was when I was 12 years old with Léon here in Paris, and I remember we went with Jean Reno and Luc Besson, and we went to the theaters on opening night, and after the movie we'd come out of the curtains and everyone would, you know, freak out because it was like, you know, coming out of the screen almost. And it's so fun, and it's such, wow, it's got a little romantic. I'm feeling so close to all you guys. It really feels like a full circle to get to move back here, to get to present this movie that is such fun and such great entertainment to French audiences is a joy. And doing it all, I mean, you mentioned things. I mean, I finished school like 10 years ago, so I'm not doing it all at once. You know, luckily I've been able to experience a lot of different, really wonderful things over the years. So, trying to take on different challenges as the years come. Alors voilà, alors c'est vrai que, d'abord merci, c'est vrai que pour moi c'était tout à fait un moment spécial puisque ma première avant-première, je l'ai faite à Paris lorsque j'avais 12 ans,
c'était pour Léon. Et je me souviens avec Jean Reno et Besson, à la fin du film, on est apparu comme ça derrière les rideaux. Donc le public hurlait un peu d'excitation parce qu'on avait l'air de sortir comme ça de l'écran. Et c'était vraiment un moment assez magique. Et puis j'ai l'impression avec ce film, avec cette avant-première de Thor, le Monde des Ténèbres, en quelque sorte, voilà, la boucle est bouclée en quelque sorte. Et c'est un vrai bonheur que de le présenter au public français qui, je crois, évidemment aura beaucoup de plaisir avec ce film. Vous parliez comment est-ce que j'arrive à tout faire. Vous parliez quand même d'Harvard. J'ai quand même quitté l'école et mes études il y a plus de 10 ans, donc heureusement j'ai dépassé ce stade. Mais c'est vrai que la vie est pleine d'expériences, de défis, et je les aborde les uns après les autres. Question autre. Où est le micro, bonjour. là-bas? C'est une question pour Kevin et une pour Tom. Pour Kevin, quand il y a eu la première adaptation d'un super-héros au cinéma, est-ce qu'il y avait déjà toute cette idée de lier tous les films de super-héros? Et pour Tom, est-ce que c'est toujours le même plaisir de rejouer Loki de film en film? Well, first question, Kevin, is to you. I mean, when you first adapted a Marvel superhero, did you already have in mind to sort of link them all at one point into one movie as you did? Well, when the first Marvel films that I was lucky enough to be a part of were the first X-Men films and the first Spider-Man films, and on those films, it was impossible. They were very specific contracts at different studios. And it wasn't until Iron Man, when we became our own studio and had the financing and the creative oversight of the movies, that it was frankly rather obvious that it would be really cool to do what no one else could do, which is to link them together. That it has worked so well has been a great pleasure and a great, somewhat of a surprise. But it was all in the attempt to replicate what people who'd enjoyed comics had been enjoying for years and years. And I had a feeling that if we exposed that to an audience who didn't even know what a comic was, that they would likewise enjoy it. And I like your shirt. Alors voilà, c'est vrai que lorsque nous avons fait mon premier film Marvel, eh bien, il s'agissait évidemment des X-Men et des Spider-Man. Et là, évidemment, il était impossible de penser à autre chose puisqu'il y avait des contrats spécifiques, il y a également des studios très spécifiques. En revanche, dès que nous avons fait Iron Man, c'était notre studio, nous avions le financement, nous pouvions donc amener notre patte créative. Et à ce moment-là, il est devenu évident et cool que ce serait bien de réunir évidemment tous ces héros. Et c'est vrai que l'accueil a été formidable. J'étais très heureux, surpris aussi, mais convaincu donc du bien fondé de cela. Et c'est vrai que je me suis dit, après tout, c'était une façon de répliquer en quelque sorte le plaisir qu'avaient les lecteurs de comics, de BD, et pourquoi pas amener et faire connaître ces mêmes héros à un public différent pour qu'il éprouve à son tour ce même plaisir. The second part of the question, Tom, was for you. I mean, how much pleasure, how much fun do you get of revisiting, in a way, like the third time around? It's so much fun. As a character, he's just, his Thor is the god of thunder, and Loki is the god of mischief. So it's my job to have a good time. That I think what's been so great is every director I've worked with, Kenneth Branagh, Joss Whedon, and Alan Taylor, have all had such intricate and specific opinions about him, and we've worked together with Kevin and with Chris Hemsworth, and I'm pleased to say this time with Natalie, he is such a crazy, mixed-up cat. And what I enjoy most of all is a mixture of his, on one level, his charm and his playfulness and his sense of provocation, and on another level, his sort of vulnerability and his emotional damage, his grief, his anger, his jealousy, all of those interesting human flaws are fun to play. Alors c'est vrai que je me suis beaucoup amusée, d'abord parce que en un sens, si Thor est le dieu du tonnerre, eh bien évidemment Loki est un peu le dieu des
malicieux, je dirais. Donc mon job, en quelque sorte, c'était de toute façon de m'amuser. Et je dois dire que les directeurs avec lesquels j'ai travaillé, qu'il s'agisse de Branagh, de Joss, d'Alan Taylor, évidemment, eh bien, chacun avait une idée bien spécifique quant à mon personnage. Et pour cette fois, en plus, Kevin, et puis j'ai travaillé évidemment avec Kevin, avec Chris, mais cette fois-ci en plus, j'ai eu le plaisir supplémentaire de travailler avec Natalie Portman. Et je dois dire que j'adore ce personnage parce qu'il est complètement dingue, barjot, et j'adore ça. D'abord parce qu'il a du charme, il aime s'amuser, il aime provoquer, mais en même temps, il est vulnérable, il a des failles émotionnelles, il est dans la douleur, il est dans la colère, dans la jalousie, et toutes ces émotions complexes eh bien, sont très intéressantes pour un acteur. Autre question. Micro là-bas. Bonjour, c'est pour Nathalie. Comment s'est déroulé le tournage de THOR et comment s'est déroulée votre collaboration avec Chris Hemsworth? All right, so how did the filming went, and more specifically, Natalie, how is your relationship with Chris and the way you work together? Well, it was so fun to get to reunite with everyone on the film. We all really just get along well and have a good time together, and I think that's you can feel that energy in the movie of the fun we have with each other, and of course with the new guidance of Alan, which is a great infusion of energy into our group, and with Chris is just wonderful. I mean, you can try and find something that he's not good at, and you'll be in trouble. There's nothing bad you can say about him. He's kind, he's smart, he's funny, he's super talented, and he's just sweetheart. He's the easiest person to work with, I can imagine. I mean, especially compared to Tom, That's obviously a very big joke. Alors, bien sûr, c'est vrai que c'était une réunion très, très joyeuse parce qu'on s'entend évidemment tous très bien, c'est une bonne équipe et surtout, je crois que sur le tournage, on a eu beaucoup de plaisir parce qu'il y avait toute cette énergie commune que nous aimions et puis bien sûr, avec Alan qui a amené son énergie propre, c'était absolument merveilleux. Chris, évidemment, qu'en dire sinon que voilà, on ne peut pas lui trouver de défaut. Je crois que si vous en cherchiez, vous auriez beaucoup de mal. Il est intelligent, il est drôle, il est généreux, il est super talentueux. Bref, c'est un amour, surtout comparé à Tom. Je plaisantais, évidemment. Autre question. J'aurais une question pour Alan Taylor. Vous nous avez dit hier soir que vous aviez peur d'Anthony Hopkins. Alors, est-ce qu'il a vraiment mauvaise réputation à ce point-là ? Et surtout, comment ça s'est passé avec lui? Well, Alan, you said yesterday on stage that you were a bit sort of afraid of meeting with Anthony Hopkins. Is his reputation as bad or as good as he has? Or how was it to work with him? Tell us the truth. The truth. I know, it's a tough job. Somebody's got to do it. No, his reputation is wonderful. My fear did not come from any reputation I'd heard. It came from, I think, from seeing Elephant Man a long time ago, and there was one scene where, not the scary roles he did like Hannibal Lecter. It was seeing Elephant Man. There's a scene where he's alone at home and he says very simply, "Am I a good man or a bad man?" And the performance just sort of somehow blew my socks off from being so simple. So I was just afraid of him because of that level of talent and self-possession. So I had to go have breakfast with him in Beverly Hills, and I got there, and the fear ended, I think, 2 minutes into the conversation when he starts, making fun of himself and being generous to everybody and being very nice to the waiters, and you realize he's a warm person. And it got even easier when we were on set, and he would do imitations of terrier dogs. You guys have heard these, right? Yeah, that helps. That takes some of the Sir Anthony away. And then he's just, beyond that, you get to just watch, one of the best in the world do what he does. Alors, c'est vrai que lorsque je parlais un petit peu de peur hier soir, je ne parlais pas du tout peur de sa réputation, car il a une réputation merveilleuse. Mais surtout une peur parce que je me souvenais d'avoir été frappée, non pas tant par ses rôles un peu terribles, tels que celui d'Hannibal Lecter, bien sûr, mais plutôt par le rôle qu'il jouait dans le film de David Lynch, Elephant Man, où il y a cette phrase formidable, toute simple,
qui était suis-je un homme bon ou suis-je un homme mauvais? Et cette simple phrase était si puissante, son talent était si évident que c'est cela que j'avais gardé à l'esprit. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Petit déjeuner à Beverly Hills, eh bien cette peur s'est totalement évanouie au bout de 2 minutes dans la conversation, où je me suis rendu compte à quel point il était généreux, il était chaleureux, avec justement les garçons qui venaient nous servir, avec tout le monde. Et tout de suite, je me suis dit, tout va bien se passer. Et j'avoue que sur le tournage, c'était encore plus évident, parce qu'il s'amusait à faire des imitations des chiens, a terrier dog, actually, d'un terrier. Voilà. Donc, vous voyez, et à ce moment-là, évidemment, ça a été un plaisir, puisque c'est l'un des meilleurs acteurs au monde aujourd'hui. Question. Micro par là, s'il vous plaît. Où est-il ? Ah, voilà. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on le passe de ce côté. Question pour Nathalie. Bon, déjà, vous avez beaucoup de talent. Comme Gwyneth Paltrow dans Iron Man 3, votre rôle de jeune fille en détresse devient plus important, presque central dans l'histoire. Les femmes de super-héros deviennent-elles aussi, voire plus importantes que le héros selon vous? Alors, well, obviously, your part gets, in a way, bigger and bigger in this follow-up. I mean, do you feel that superhero women, in a way, get more and more screen visibility as films of superheroes go by? Well, I think it definitely shows all of the creative powers at Marvel, that the way they view women, the way that they're portrayed in these movies, you know, I really don't feel a difference between the way that they endow women and men with personality traits. You know, there's both positive and negative figures. There's vulnerability and strength in both genders, and within each individual too. You know, Jane has moments of being vulnerable. She has moments of being tough. There's allow the women to have humor, passion for their careers. You know, all of the things that you really would hope for in parity between the genders in film. So, and, you know, without ever being, you know, hitting you over the head and saying, this is, you know, look how feminist this movie is. You know, it's all in good fun and taken lightly. But it's fully in there. And you see with Rene Russo's Frigga, and with Jamie Alexander's Sif, and Kat Denning's Darcy, there's a wide array of strong, colorful women in this movie that definitely adds a lot of flavor. Alors, c'est vrai que ce film, effectivement, montre que Marvel, en tout cas, a vraiment dans son univers l'intention de montrer, et montre d'ailleurs, les femmes et les hommes d'une manière en quelque sorte identique. On n'a pas l'impression que les hommes et les femmes ont des qualités ou des traits de caractère différents et qui soient particuliers à un genre. C'est-à-dire que chacun, homme ou femme, ont des qualités à la fois positives et négatives. Les deux peuvent être par certains moments vulnérables, à d'autres très forts. En même temps, c'est quelque chose d'interne également. Par exemple, mon personnage, à certains moments, est très vulnérable, à d'autres moments, a une véritable force. Donc, je crois que ce qui est intéressant, effectivement, dans ces personnages de femmes, c'est qu'elles peuvent être aussi passionnées, aussi drôles, avoir des carrières. Et je crois que c'est une façon, effectivement, d'aborder la parité au cinéma, mais sans être, évidemment, une espèce comme ça de oh, regardez, comme ce film est féministe. Non, c'est pas du tout l'idée. Simplement, de façon réelle, dans ce film, eh bien, les femmes, je pense à Jamie Alexander, je pense évidemment à René Rousseau, je pense évidemment aussi à Kat Dennings, eh bien, toutes ces femmes sont fortes, ont leur personnalité, et c'est en cela, je crois, que c'est important que le rôle des femmes, effectivement, apparaisse ainsi semblable à celui des hommes. Autre question. Oui ? Bonjour, c'est une question pour Tom. Alors, on a vu beaucoup de facettes de Loki dans les films précédents, assoiffé de pouvoir. Là, dans le dernier, il est un peu plus trickster, un peu plus drôle. J'aimerais savoir comment vous aimeriez le voir évoluer, qu'est-ce qui serait le prochain challenge à jouer, comment vous aimeriez le jouer. Well, we've seen quite a few facets of your character, Tom, and he's much more of a trickster on this one. How do you see in your mind your character evolving? What do you see as the next challenge for your character in whatever follow-up there'll be? Well, it's and the interesting question for me, which Alan and Chris and I discussed at length, is what does he want?
in the end. You know, it's the question you ask about any character you play. Like, we all want something, and I'm not sure he even knows what he wants anymore. It used to be that he wanted to be equal to Thor. It may be that he wanted the love and affection and pride of his parents. I'm not sure he wants that. It used to be that he wanted to be king. But there is something in his nature that I think enjoys playing the game more than winning the game. And it will be an interesting question, I think, to see how close he gets to winning the game, how then his perspective has to change. Alors, c'est vrai que c'est une question évidemment importante, et d'ailleurs, nous en avions parlé avec Alan, avec Chris. En réalité, qu'est-ce que mon personnage, qu'est-ce que Loki veut réellement, finalement? Et c'est vrai que c'est une question que l'on peut se poser à chaque personnage que l'on interprète. Mais je crois finalement que Loki ne le sait plus lui-même. Il fut un temps où il avait envie d'être l'égal de Thor, d'avoir évidemment l'amour et la fierté de ses parents, même d'être roi. Mais je crois que dans sa nature, il préfère finalement jouer que gagner. Et ce qui est intéressant, c'est que on va voir à l'avenir s'il arrive à être en tout cas près d'une certaine forme de victoire pour lui. Et c'est en cela, je crois, que l'avenir de Loki va se dessiner. Autre question? Oui. J'en ai deux. Une pour le producteur et le réalisateur. En ce moment, les films de super-héros explorent beaucoup la face noire des choses, côté des ténèbres. Qu'est-ce qui les pousse à explorer cet univers-là? Et l'autre question qui peut peut-être s'adresser à tous, c'est est-ce qu'on ne peut pas y voir une métaphore un petit peu comme notre monde venant des ténèbres et retournant, voir commençant à y être aujourd'hui? All right. So this, the first part of the question is for both you, Kevin, and Alan. I mean, basically today's most superhero films tend to show or to go towards the darker side. How do you explain that, if you agree with that? And would you say that in a way it's a metaphor for our world as we seem to be getting back to darker times? Haha. The second part of the question is perhaps too interesting for me, but I can talk about the first one. I think every time somebody takes on a superhero movie, it's a high level of pretend, and there's a kind of urge to try and make it seem as though we're finally getting the real story. So you're sort of trying to, in a way, you're kind of erasing what came before and depicting that as a kind of partial portrayal, a kind of comic-y portrayal, and you sort of present yours as the real thing, and that's a way of having a more immediate connection to your audience. So certainly, a famous example of that was Chris Nolan in the Batman movies, which sort of, swept away a slightly cartoony take on things and then replaced it with something, that seemed to claim a kind of truth and a reality. What I love about what Marvel seems to do and what we kind of set out to do here is that, we went darker. Some bad things happened to some very good people. I tried to ground the world in a kind of darker, dirtier aesthetic. We even called the movie The Dark World, but at the same time, it's balanced with a sense of humor that both balances that for the fun of the audience, but it also, that's one more way of sort of connecting to the audience. And I think this impulse towards the dark is in a way an attempt to connect to the audience, whether it's because the audience thinks the world is a dark place, as I guess you're suggesting, or whether that's just sort of a way of saying, we're getting serious now. It's a delight to try and combine that connection to the audience with this other connection through comedy, and that's the sort of the alchemy of a Marvel film. Alors, la deuxième partie de votre question, je ne m'adresse pas tout de suite à ça, mais en parlant des super-héros, bien sûr, c'est vrai qu'à chaque fois, on est évidemment dans le faire semblant. Et à chaque fois, évidemment, il faut aller plus haut, mettre la barre plus haut. Donc, on essaie en quelque sorte d'effacer ce qui a précédé et on essaie de s'éloigner de cela en disant, voilà, les autres étaient plus dans le mode comique, enfin de la BD, et nous on va être plutôt dans la réalité. Et en un sens, c'est pour, à nos yeux en tout cas, se rapprocher du public. C'est un petit peu d'ailleurs l'évolution de Batman, qui au départ était un caractère plutôt
BD et qui ensuite a eu l'évolution beaucoup plus sombre que l'on connaît. Et je crois qu'ici, avec Marvel, nous nous sommes dit effectivement qu'on allait aller dans un univers plus sombre. Effectivement, des choses terribles arrivent à des gens formidables, mais en même temps, je voulais, c'est vrai, un univers plus dur, plus cru, plus réaliste, et en même temps, un équilibre grâce évidemment à l'humour du film. Et je crois qu'effectivement, ce côté d'aller vers le côté sombre des choses, c'est avant tout une façon pour nous de nous relier au public qui est là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il se sent dans un environnement très sombre, mais c'est en tout cas notre façon de dire, regardez là, on est en train de devenir sérieux et de vous dire des vraies choses. Et je crois que l'alchimie réussie par Marvel, c'est justement ce mélange de réalisme très dur et d'humour également qui établit un équilibre qui me semble bon. Oui. Ah, alors, dernière question. Alors, est-ce qu'il y avait, pardonnez-moi, il y avait... Dernière question. Qui a le micro? C'est last question. Bonjour. Voilà, alors ce sera une question en deux parties. D'abord pour Kevin et pour Alan. Alan est principalement connu en France pour avoir réalisé une demi-douzaine d'épisodes de Game of Thrones. Comment la production de Marvel a été amenée à choisir ce réalisateur ? Et la deuxième partie de la question, ce sera pour Nathalie. Dans le film, pour terminer plus légèrement, dans le film, vous avez l'occasion de gifler à la fois Thor et à la fois Loki. Lequel des deux vous avez préféré gifler et lequel des deux votre personnage a préféré gifler? Alors voilà. So the first part of the question would really be to Kevin and also Alan in a way. I mean, obviously, Alan, you're known very much for obviously your cult work on Game of Thrones. In a way, why did Marvel come to pick you up and put you into Thor's world? So this is a question really for you, Kevin, and also maybe for you, Alan. Well, it wasn't just Game of Thrones. It was it was all the amazing work that Alan had been a part of on television, The Sopranos, Mad Men, Boardwalk Empire. And I think what's happening in television now over the last 10 years is inspiring, what they do with characters on TV shows. So when we were looking for a filmmaker, we just looked for people who'd done amazing things before, regardless of whether they had done anything on this scale. And Game of Thrones in particular, yes, made us think that perhaps because of the similarity of fantasy and reality that he might be interested in. Thankfully, he was. Alors voilà, c'est vrai que vous parliez évidemment du Trône de Fer, mais Alan est connu pour bien d'autres choses extraordinaires, évidemment des épisodes des Sopranos, de Boardwalk Empire, de Mad Men. Et depuis, de toute façon, 10 ans à peu près, la télévision a totalement évolué dans son langage et s'inspire ou vice-versa du monde du cinéma. Donc nous, ce que nous cherchons à Marvel, bien sûr, c'est de trouver des gens qui, quel que soit leur univers a priori, que ce soit la télé ou autre, qui ont fait des choses extraordinaires et qui donc, comme d'ailleurs Game of Thrones, le Trône de Fer, eh bien, il y a ce mélange que nous adorons, qui est ce mélange de fantastique et de réalisme, évidemment. And of course, Natalie, the last question is for you. I mean, you happen to be lucky enough or not, but to slap both Thor and Loki. So from the actress' point of view and from the woman's point of view, which one were the funniest or the toughest to slap, and which one did you get the most pleasure at? Well, it was extremely pleasurable to slap both of them. They were both very good sports about it. And of course, they're different slaps. You know, Thor's is one of a slap of love, and Loki's is, you know, just one for all the people who love New York and were angry at what he tried to do. But yeah, it was definitely satisfying on behalf of all my sisters out there who have had guys fall off the face of the earth and not call them back. That was for them. That Thor slap was for them. For the record, I loved it. By the way. I'll do it anytime. Alors, voilà. Alors, je dois dire que c'était très agréable de les gifler, j'avoue. En fait, je dirais que Thor, c'était plutôt une gifle d'amour, alors que pour Loki, c'était plutôt une gifle au nom finalement de tous les New-Yorkais qui étaient fous furieux après lui
pour tout ce qu'il avait essayé de leur faire. Donc c'était très agréable et j'ai eu beaucoup de satisfaction. Et puis évidemment, THOR, c'était, j'ai dit, une gifle d'amour, mais c'était aussi une gifle, en gros, pour toutes mes sœurs qui parfois sont abandonnées et qui ne revoient jamais leur bien-aimé. Donc c'était une gifle à cet effet-là, en parfaite solidarité. Voilà, ainsi se conclut cette conférence de presse. Et bien sûr, Loki a rajouté, en français vous pouvez le dire, because I know your French is great. When you said you loved being slapped, could you say it in French? J'aime bien oui. recevoir un gifle de Mademoiselle Portman. Bravo, merci. C'était un plaisir et un honneur. Shared. Thank you very much. Thank you.